d'être devant une salle avec des gens. C'était périlleux, ne serait-ce que de penser, entrez, je vous en prie, bonjour, bienvenue. Ne serait-ce que de penser que ça allait vraiment se produire. Alors, je suis satisfaite que nous soyons réunis cet après-midi pour discuter grosso modo des bibliothèques collégiales et du livre. Et là, je ne suis pas une spécialiste de la terminologie, mais comme le livre, comme philosophie, comme ensemble. Donc, on parle de ressources libres, on parle de logiciels libres, on parle de données ouvertes, on parle de Creative Commons. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la philosophie du livre. Et ce qu'on va explorer pendant un certain temps cet après-midi, ça va être de voir les initiatives des bibliothèques collégiales par rapport au livre. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'était une présentation qui devait durer simplement 7 ou 8 minutes. Bienvenue, je vous en prie. 7 ou 8 minutes. Donc, vous avez probablement déjà constaté que je suis quelqu'un qui est capable de parler en abondance. Donc, je devrais être capable de déborder et de vous tenir en haleine pendant un peu plus longtemps que cela. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions pendant la présentation, de façon à ce que ça soit un peu plus interactif. Je sais qu'il est passablement tard, vous avez une journée de colloque dans le corps, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Je suis là pour répondre à vos questions également. Donc, après ce préambule, petite définition des bibliothèques. Je me permets une incartade. Ce n'est pas un entrepôt, s'il vous plaît. J'ai une collègue, Nicole Haché, du cégep Champlain à Saint-Lambert, qui dit toujours « Libraries are not about books ». Et c'est vraiment une phrase qui résonne beaucoup pour moi. Oui, on offre des ressources, mais ce qu'on fait surtout, c'est du soutien, c'est du support. On est là pour permettre à des étudiants de pouvoir faire leurs travaux dans des bonnes conditions, avec les bonnes ressources, avec les bons services. C'est ça, une bibliothèque collégiale, à mon sens, en 2017. Donc, il faudrait, je me permets encore une petite politique, il faudrait arrêter de considérer les bibliothèques comme des îles dans les collèges isolés qui font leur propre affaire. On est au cœur de la réussite des étudiants, à mon sens. On est là pour les soutenir, on est là pour les former, pour les accompagner dans leur développement intellectuel et culturel. Alors, fin de la parenthèse, mais je tiens à ce que, si au moins vous retenez quelque chose de ma présentation cet après-midi, vous puissiez vous dire, une bibliothèque, ce n'est pas un entrepôt. À mon sens, voici la définition des bibliothèques. Une bibliothèque, c'est un lieu de mise en relation. Que ce soit humaine, que ce soit avec du papier, que ce soit avec de l'électronique, une bibliothèque, c'est un espace de mise en relation avec des étudiants, des professeurs, des usagers, dans leurs termes le plus vaste possible, avec de l'information. Et cette information-là peut être une information qu'on dirait fictionnelle, ça peut être un livre, un roman, ça peut être des données, ça peut être des articles, etc. Mais c'est cette façon de mettre en relation des personnes et de l'information qui est au cœur de la mission de la bibliothèque, à mon sens. Voilà. Et historiquement, les bibliothèques avaient principalement deux missions. Une mission qui était d'amasser justement de la documentation, une mission de conservation, mais surtout une mission d'accès, de permettre l'accès à la connaissance. À l'origine, c'était pour une petite élite, souvent. Maintenant, c'est pour la démocratie, le citoyen, la population au grand complet. Dans le cas des bibliothèques collégiales, ce sont les communautés collégiales qu'on dessert. Donc, que ce soit les professeurs, les étudiants, les conseillers pédagogiques, tous les employés du réseau collégial. Et c'est cette question-là de l'accès qui fait en sorte que, bibliothécaires que nous sommes ou employés de bibliothèque que nous sommes, le mouvement libre a un impact pour nous, a un intérêt pour nous parce que le mouvement libre, la philosophie du livre, permet un meilleur accès à des connaissances, à de l'information. Donc, je vous ai mis quelques exemples que j'ai tirés de sites de bibliothèques. Alors, mes collègues de l'Université Laval reconnaîtront probablement le logo « Je soutiens le libre ». Il y avait eu un colloque également en Europe, logiciel libre en bibliothèque. Aux États-Unis, on voit beaucoup le logo Librarians Against DRM, donc les bibliothécaires contre les verrous numériques qui circulent assez abondamment sur les sites des bibliothèques et des bibliothécaires américains. Je vous en prie, bienvenue. Donc, ce sont toutes des petites initiatives comme ça qu'on peut remarquer, qui sont plus de
ponctuelles, mais il y en a eu également qui étaient de nature très institutionnelle. Donc, dans les années 2000, début 2000, des réseaux de bibliothèques ont décidé qu'elles allaient créer leur propre système de gestion de bibliothèques en ligne. Donc, par exemple, Koha et Evergreen, ce sont deux initiatives de réseaux de bibliothèques qui se sont dit les logiciels propriétaires auxquels on a accès à ce moment-ci ne répondent pas à nos besoins. On veut pouvoir les adapter, on veut pouvoir définir le sens de développement de ces logiciels qu'on utilise à tous les jours pour nos besoins en bibliothèque. Donc, ils se sont dit, on va le faire nous-mêmes et ça marche encore. Ces logiciels-là sont encore disponibles et je vais vous parler plus spécifiquement de Koha tout à l'heure. Donc, l'IFLA, si ça sonne pas de cloche, c'est normal. Donc, c'est la Fédération internationale des associations de bibliothèques. Donc, c'est une très grosse organisation internationale, finalement, pour les bibliothèques et les bibliothécaires. Donc, dès 2003, l'IFLA produit une déclaration qui supporte le livre officiellement. Et la défunte CLA, Canadian Library Association, qui est maintenant remplacée par une fédération des associations professionnelles en bibliothéconomie, principalement pour le Canada anglais, avait également adopté une déclaration sur le livre accès. Donc, vous voyez que, bon, c'est pas nécessairement les premiers précurseurs, défenseurs du livre, mais ce sont toutes des initiatives qui datent d'il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Alors, c'est une réalité à laquelle la profession, en tout cas, est sensibilisée. Ça va toujours pour ça? Personne n'est endormi? C'est bon. Petit tour aussi sur les bibliothèques collégiales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une bibliothèque, c'est surtout une offre de service, la façon de mettre de l'information en relation avec des étudiants, des professeurs, des employés des collèges. Donc, on est vraiment en soutien à la mission éducative des collèges. De plus en plus, on voit les bibliothèques collégiales apparaître dans les plans de réussite des collèges, dans les plans stratégiques des collèges. Donc, ce sont des initiatives qu'on essaie de vraiment faire rayonner là, pour se dire, oui, la bibliothèque n'est pas juste au cœur des livres, elle est au cœur de votre apprentissage. Si je prends par exemple le Cégep du Vieux-Montréal où j'ai travaillé, la mission de la bibliothèque, c'était de subvenir aux besoins d'enseignement et d'apprentissage qui étaient par rapport au programme du collège. Donc, c'est ça notre mission, soutenir l'apprentissage et l'enseignement. On est environ 200 000 personnes, on a environ en fait 200 000 personnes à servir. Donc, on pense qu'il y a environ, on pense, mais on estime qu'il y a environ 175 000 étudiants dans le réseau collégial public et à peu près 20 000 dans le réseau collégial privé, plus les personnes qui étudient à temps partiel en formation aux entreprises, en francisation, etc. Et les employés également. Donc, tout ça pour dire que ça fait un bassin d'environ 200 000 personnes qui peuvent fréquenter assidûment une bibliothèque collégiale. Et notre regroupement, donc le regroupement des bibliothèques collégiales du Québec, compte à ce moment-ci 52 bibliothèques membres. Je vous ai fait une petite carte pour vous les montrer. Donc, vous voyez quand même qu'on ratisse large. Alors, de Gaspésie-les-Îles jusqu'en Outaouais, nos collègues sont dispersés sur à peu près l'ensemble du territoire. Et mon rôle à moi, en tant qu'animatrice de la communauté de pratique, c'est de faire en sorte que les bons coups de Matane puissent être connus à Alma et réutilisés à Sherbrooke, et que tout ce partage-là d'expérience et d'expertise puisse se faire dans l'ensemble des bibliothèques collégiales de nos membres, finalement. Donc, petite présentation rapide sur laquelle je vais rebondir ensuite. Donc, quelles sont les initiatives par rapport aux livres qu'on peut voir dans les bibliothèques collégiales à ce moment-ci? Les logiciels, évidemment. On fait beaucoup de sensibilisation à la fois auprès des professeurs et des étudiants. On fait la promotion du libre accès. On crée nous-mêmes du matériel pédagogique libre et on le redistribue librement également. Et il y a quelques dépôts institutionnels, et puis je vais tout de suite présenter ma collègue Isabelle Laplante, qui est responsable de éduc.info, dont on va reparler tout à l'heure, qui est officiellement le dépôt institutionnel pour les collèges. Donc, si on reprend point par point, utilisation de logiciels libres, vous savez peut-être
les collèges ont décidé, il y a déjà de cela 10 ans, j'exagère, mais c'est 2010, pardon. Donc, de lancer un appel d'offres pour pouvoir remplacer leur logiciel de bibliothèque. Celui qu'on utilisait à l'époque avait été racheté par une autre compagnie qui allait plus supporter. Et là, les collèges qui avaient ce logiciel de bibliothèque-là se sont dit, on va faire un nouvel appel d'offres, commun encore une fois, et on va essayer de voir quel serait le logiciel qui fonctionnerait le mieux pour nos besoins. Et déjà, en 2010, il a été décidé que ce serait COA, un logiciel libre qui serait implanté dans une vingtaine de bibliothèques collégiales. Et à notre connaissance, ou en tout cas je me base sur les mots de Roger Charland, qui était le bibliothécaire à Trois-Rivières à l'époque, qui a dit que c'est probablement la première grande implantation à grande échelle dans plusieurs sites au Québec, dans un domaine public, pour un logiciel libre. Et ce sont les bibliothèques collégiales qui l'ont fait. Et maintenant, pour supporter ce réseau-là de bibliothèques qui utilisent COA, on est maintenant 25, on a une autre communauté de pratique qui est gérée par le Centre collégial de services regroupés, CCSR. Vous l'avez probablement lu dans votre horaire de la journée. Anthony Lacaire est le responsable de cette communauté-là. Il ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Mais vraiment, l'initiative de l'implantation, ça s'est pris par des bibliothécaires collégiaux. Et puis maintenant, cette communauté-là supporte le développement du logiciel pour les bibliothèques collégiales selon leurs besoins. Donc, ça ne veut pas dire que c'est plus, c'est pas moins cher d'avoir COA que d'avoir un logiciel propriétaire pour les bibliothèques collégiales, mais ce que ça nous permet, c'est d'avoir le soutien, mais vraiment 24/24, et d'avoir au moins la possibilité d'orienter le développement du logiciel qu'on utilise tous les jours. Donc, ils ont mis sur pied des comités d'usagers, que ce soit pour les acquisitions, que ce soit pour l'expérience usagée, que ce soit pour les périodiques, qui sont tous des modules qui sont implantés dans COA, pour faire en sorte que ce qu'on allait avoir comme logiciel allait répondre aux besoins des gens qui l'utilisaient. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment une très grosse initiative. Et ça a été pour le réseau collégial une belle réussite. Et à partir de ce moment-là, ça a sensibilisé, j'aurais tendance à dire, à peu près l'ensemble des bibliothèques collégiales sur le livre. Donc, par exemple, comme les collègues universitaires maintenant, on offre aussi des ateliers sur d'autres logiciels. On utilise COA pour nos propres besoins, mais Zotero, qui est un logiciel qui permet surtout de garder des références de livres ou de sites internet ou d'articles qu'on aurait lus en un seul endroit, de pouvoir les réutiliser dans nos bibliographies. On appelle ça un logiciel de gestion bibliographique. Mais Zotero, on donne beaucoup d'ateliers maintenant pour justement montrer aux jeunes, aux étudiants, comment l'utiliser, comment ça peut être pertinent pour leur recherche, comment ça peut être intéressant pour la suite de leur parcours également, s'ils ont de longues recherches à faire. Donc, un collègue à Montmorency, Philippe Lavigueur, fait vraiment des ateliers de vaccination à Zotero. Il se promène vraiment en sarrau blanc dans les laboratoires informatiques et il fait justement en sorte que les étudiants se créent des comptes sur Zotero et puissent ensuite utiliser cette ressource-là pour leurs besoins. Donc, on fait du support également sur des logiciels libres. Et maintenant que tout ça est bien, entre guillemets, rodé, implanté, on a, j'aurais tendance à dire, le réflexe maintenant de se dire, OK, si j'ai besoin d'une solution logicielle, est-ce qu'il va y avoir un logiciel libre qui va permettre de répondre à ce besoin-là? Et souvent, la réponse, c'est oui. Donc, par exemple, notre collègue Marco Caron à la bibliothèque André Laurando cherchait une façon de faire en sorte que les étudiants puissent réserver d'avance les salles de travail en équipe à la bibliothèque. Il y avait différentes solutions. Tout le monde, à peu près dans le collégial, utilise Clara pour certains besoins de réservation, mais c'est très lourd. Donc, il a trouvé un logiciel libre qui permettrait simplement de le faire. Et il a trouvé un logiciel qui s'appelle GGH. Et maintenant, vu qu'on a, l'initiative de Marco, maintenant on s'est dit, moi aussi, j'en ai des salles à réserver. Et on commence à tous, mais cette initiative-là de Marco Caron est connue maintenant du réseau et on essaie d'implanter ce logiciel-là de gestion des réservations de locaux dans d'autres bibliothèques. Donc, ça vous fait un petit topo des logiciels libres qui sont utilisés à ce moment-ci en bibliothèque collégiale.
sensibilisation des usagers. Ça passe beaucoup par les... Oui, pardon, vous avez une question? Les universités, bon, à ma connaissance, c'est un autre projet, les universitaires, votre plateforme de services partagés. Donc, ce ne serait pas un livre. Oui. Dans le milieu universitaire, je ne saurais pas le dire, mais je sais que COA est implanté vraiment internationalement. Là. Donc, est-ce que spécifiquement les universités en font usage, je ne sais pas. Mais je sais que vraiment, il y a une communauté internationale très, très, très forte pour le logiciel. Quand nous, on fait des développements, quand le CCSR, en fait des développements pour COA, on renvoie le code à l'international, il y a des validations, et puis après ça, ils décident ou non d'implanter le code pour chacune des versions internationales. Donc, une deuxième question par rapport à COA. Est-ce que vous partagez aussi les catalogues? Quand un livre est acheté dans un cégep, est-ce qu'il se trouve référencé? Est-ce que vous avez aussi mutualisé dans la gestion des catalogues? Les catalogues restent en instance séparée. Par contre, bibliothécaire que je suis, je vais vous lancer un superbe acronyme. Je ne vais pas le faire. Il y a une recherche fédérée qui est possible. Donc, quand on est usager de COA, on peut aller décider de faire une recherche dans les autres catalogues COA également. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir emprunter le livre directement, mais on va être en mesure de faire en sorte que l'usager sache quelle bibliothèque collégiale a le livre. Et puis après ça, ce qu'on peut faire, c'est un prêt en bibliothèque. Donc, on n'a pas fait en sorte que l'ensemble des données des livres soient partagées, mais il est possible de consulter l'ensemble. Oui, tout à fait. Une autre question, oui? Est-ce que ton dépôt institutionnel de matériel est indexé aussi dans ton logiciel COA? Non. Pour le moment, en tout cas, on verra comment est-ce que ça pourrait se faire, là. Mais il n'y a pas de passerelle à ce moment-ci entre COA et puis DSpace, qui est le logiciel qui est utilisé pour le dépôt institutionnel. OK. Ça répond aux questions? Parfait. Donc, sensibilisation des usagers, comme je le disais. La plupart des bibliothèques collégiales ont un rôle de sensibilisation à jouer par rapport aux questions de droit d'auteur. Là, je vois que je parle comme ça, pas de bon sens. Vous m'arrêtez, hein? Donc, on a c'est ça, un rôle à jouer quant à la sensibilisation du droit d'auteur. Et ça nous permet en même temps de faire en sorte qu'on dirige nos étudiants et nos professeurs vers des ressources qui sont libres. Donc ici, je vous ai fait 2 captures d'écran simplement de guides sur le droit d'auteur qui sont diffusés sur des sites de bibliothèques collégiales, celle du Vieux-Montréal, celle du Cégep Saint-Laurent. Et là, on dit, si vous voulez utiliser quelque chose, pensez à utiliser quelque chose de libre. Donc, qu'est-ce que c'est le libre? Ça peut être domaine public, donc des œuvres qui ont été publiées et dont l'auteur est décédé il y a plus de 50 ans au Canada. Ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public et là, à ce moment-là, tout le monde peut les utiliser sans avoir à payer de redevance, si on est évidemment le détenteur des droits, ou encore si l'œuvre utilise Creative Commons, autorise la réutilisation. Alors, ce sont des choses qu'on essaie de promouvoir de cette façon-là dans les bibliothèques collégiales. Si je prends mon exemple personnel, à la bibliothèque du Cégep du Vieux-Montréal, on avait beaucoup d'étudiants en graphisme, en art, en design. Donc, souvent, ils nous disaient « Ah, ben là, je veux faire un concept, je veux le proposer à quelqu'un, je veux faire en sorte que je n'ai pas de redevance à payer. » Puis là, on disait « Ben, si tu veux utiliser des œuvres d'art ou si tu veux utiliser des images dans ta présentation, il faut que tu penses à ce qu'elles soient libres de droit. Tu peux faire une recherche par Google, par exemple, aller dans la recherche avancée des images, dire que tu veux seulement les images qui sont en libre de droit. Donc, c'est toute cette espèce de conscientisation-là aussi que les bibliothèques collégiales opèrent. Promotion du libre accès, donc toutes ces initiatives-là, ce sont en fait ce qu'on appelle, nous, des bases de données. Ce sont des outils de recherche qui permettent de trouver des articles qui sont libres de droit. Donc, pas de libre de droit, mais en fait en libre accès. OK, parfait. Sans problème.
Donc, des articles qui sont diffusés sur des plateformes en libre accès sur Internet à différents degrés. Parfois, il y a des barrières mobiles qu'on appelle, ce qui fait en sorte qu'il faut s'abonner à la base de données pour avoir les plus récents articles. Mais toutes ces bases de données-là proposent des articles qui vont être diffusés en libre accès. Et on soutient également le libre accès parce que nous, en tant que bibliothèque collégiale, on est souvent abonnés justement à ces plateformes-là qui demandent la barrière mobile, qui imposent une barrière mobile. Donc, on s'abonne quand même. Ça nous permet de faire la promotion du libre accès, ça nous permet de financer ces initiatives-là et de rendre encore plus d'articles disponibles pour nos étudiants, pour nos professeurs. Et pour ce qui est de la création de matériel pédagogique libre, de plus en plus, les bibliothèques collégiales produisent elles-mêmes des ressources d'apprentissage et on fait en sorte qu'elles deviennent des ressources d'apprentissage libre, souvent en associant une licence Creative Commons à ce qu'on rend disponible. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur Diapason. Encore une fois, j'ai des collègues de l'Université Laval qui savent bien de quoi je parle. Donc, Diapason, c'était une initiative de l'Université Laval au départ et de 6 collèges de la région de Québec pour mettre sur pied une banque de ressources qui vont permettre aux étudiants de développer ce qu'on appelle des compétences informationnelles, en fait des compétences en recherche, en évaluation et en utilisation des sources. Donc, si vous allez à mondiapason.ca, vous allez trouver ces ressources-là qui sont toutes en Creative Commons, qui ont été conçues ensemble, en concertation, entre bibliothécaires collégiaux, bibliothécaires universitaires, pour outiller vraiment les étudiants dans leur recherche et dans leur utilisation de l'information. Et le projet Diapason est maintenant repris par le Centre collégial de services regroupés, le CCSR. Donc, c'est encore une fois une initiative de communauté pour faire en sorte qu'on développe les ressources dont on a besoin pour épauler les étudiants. Et je termine vite avec les dépôts institutionnels. Donc, il n'y a pas beaucoup encore de dépôts institutionnels dans le réseau collégial. Il y a la bibliothèque de l'Abitibi-Témiscamingue qui est à la fois collégiale et universitaire, qui a son propre dépôt. Mais maintenant, on a surtout educ.info. Donc, comme je le parlais tout à l'heure, notre collègue Isabelle Laplante du Centre de documentation collégiale qui est ici, et derrière educ.info qui se veut vraiment le dépôt institutionnel pour les collèges et pour les organismes partenaires du réseau collégial. Donc, si vous êtes intéressé, vous irez la voir au cocktail juste après. Elle saura vous en parler mieux que moi. Oui, alors voilà. C'est quoi le dépôt institutionnel? C'est de faire en sorte que les publications des professeurs ou des employés d'une institution d'enseignement puissent ensuite être diffusées en libre accès. Donc, par exemple, un des fers de lance des dépôts institutionnels, c'est l'Université Harvard, qui trouvait que c'était absolument illogique que des publications de professeurs issus de Harvard ne soient même pas disponibles à Harvard parce que les coûts des périodiques et des journaux scientifiques sont prohibitifs, alors qu'ils se sont dit, on fait ce qu'on appelle un dépôt institutionnel, les professeurs déposent leurs travaux là-dedans, maintenant ils sont accessibles à notre communauté. Alors, merci Madame Champeau. On pourrait prendre le temps de 2 questions. Voilà. Hein? S'il n'y en a pas, ce sera le cocktail immédiat. Ah, oui, monsieur. Pourriez-vous nommer d'abord et ensuite présenter votre question? Oui, Pierre Lazou, l'Université Laval. Oui. C'est une question par rapport à coop, justement l'utilisation de logiciels libres dans des institutions publiques. Là, tu as mentionné que vous reproposiez le code. Je pose la question parce qu'on a des difficultés justement à s'insérer. C'est un des enjeux que je trouve assez fort, plus que d'utiliser la technologie et de se l'approprier, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait le retour sur ce commun-là, en fait, à savoir peut-être développer des fonctionnalités qui peuvent aider la communauté, etc. Mais je sais que nous, de notre côté, c'est un effort qu'on a du mal à faire, étant donné certains développements qu'on fait, où je trouve que ça demande de la part des développeurs une certaine adaptation qui n'est pas forcément facile. Comment vous avez géré ça dans le cadre du réseau collégial et des... Ça, je dois avouer que c'est vraiment plus le CCSR qui s'en occupe, mais il y a vraiment une instance institutionnalisée, coop internationale, à qui tous les développeurs du monde envoient leur code quand il y a eu un développement. Donc, par exemple, si je prends un exemple qui est un peu plate pour nous, on avait développé notre propre module pour la réserve de cours. Donc, pour ceux qui ne sont pas bibliothécaires, les livres qui sont mis en réserve par les professeurs parce qu'ils sont jugés importants pour la matière, pour la poursuite du cours, pour l'ensemble de la session. Donc, on les retire de la collection générale, puis on les met derrière le comptoir. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, on avait développé le code pour la réserve de cours, on l'avait envoyé à l'international, puis finalement, c'est un développement ailleurs qui a été implanté dans la version internationale. Donc, nous, la fois d'après, quand on a migré à la version internationale, c'était plus notre code à nous, c'était plus notre module à nous, c'était le module d'ailleurs. Mais ça fait en sorte qu'on a tous le même code, tout le monde peut travailler à partir de ce code-là maintenant à la suite des choses. Si je peux compléter, oui. c'est que le CCSR engage des programmeurs professionnels qui travaillent à temps plein dans les communautés. Dans le cas de Coa, ce sont des gens qui sont en compagnie, qui sont déjà membres de la communauté de Coa, qui ont d'autres mandats avec d'autres organisations. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas facilement s'improviser programmeur de grandes communautés comme ça. Il faut appartenir à ces communautés-là. Puis ça a toujours été le cas. C'est une sous-traitance qui est faite avec des entreprises de logiciels spécialisés. Ok, il y a une sous-traitance. Absolument. Oui. Parce que dans En fait, les développeurs ne sont pas au CCSR, les développeurs à ce moment-là. Et quand je commence à hacker un logiciel libre, je viens rentrer, regarde, j'ai ajouté un module, peux-tu le rentrer? Non. Il y a une hiérarchie, il y a tout un système d'approbation dans ces grandes communautés-là. Et ce genre de choses qu'on trouve beaucoup au Québec, c'est beaucoup des entreprises dans le logiciel libre qui ont des compétences pour intégrer les communautés et faire en sorte que ta contribution soit mise en œuvre. Ok, ça veut dire. Allez-y, ce sera la deuxième question. Je trouve que c'est un enjeu que j'entends pas souvent. On dit toujours open source, au départ, on pensait que c'était gratuit.